c'est pas grave. Bonjour les amis, vous êtes là? Faites-moi des signes parce que je ne sais pas si vous êtes là, si vous m'entendez bien. Comme d'habitude. Et on a 3 petites minutes de retard. C'est pas grave. Ça y est, vous arrivez petit à petit. Kaumarjos, Kamarjoba, Eka, Kamarjoba Damien. Bonsoir. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas toute seule. Frédéric, fidèle au poste. Bisous, 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 bisous. Merci d'être là. Je vais commencer 2-3 petites minutes. Le temps que tout le monde arrive, justement, mon invité aura le temps d'avoir plein de gens qui l'écoutent. Du coup, je vais commencer comme d'habitude. Je vais essayer de ne pas parler beaucoup. Ça y est, vous êtes là. Vous m'entendez bien? Oui. D'accord, très bien. Donc, le temps que nos éditeurs arrivent, je vous rappelle que vous êtes sur la page Géorgie vue de France, créée pour faire connaître la Géorgie à la population française. Nous parlons de tous les sujets confondus autour de la Géorgie. Nos invités sont spécialistes ou passionnés des thèmes qu'ils vous partagent. Oui, super Damien, super, très bien. Je vais vous parler de nos précédentes émissions que vous pouvez toujours voir sur la page Facebook Géorgie vue de France. Vous pouvez également les voir sur YouTube, la chaîne YouTube que Damien a créée. Merci Damien pour ça. Vous pouvez, alors il y a aussi le groupe Facebook. Ce n'est pas pareil que la page, attention, parce que dans le groupe on peut discuter de plein de choses. La page sert simplement à informer les gens sur telle ou telle chose. Voilà, je vois que vous nous rejoignez. Ensuite, on est également sur Instagram. Instagram pour ceux qui n'aiment pas d'autres chaînes. Vous n'avez pas forcément les vidéos sur Instagram, mais bon, après vous vous débrouillez. On est un peu partout et le site, la création du site est en cours également. Donc, nos précédentes émissions, c'est ce que je disais. Merci pour vos cœurs, ça rassure. Les précédentes émissions, du coup, j'ai eu l'importance on a eu l'importance du 26 mai avec Goce Javarishvili, la littérature géorgienne traduite en français avec Maya Marsimashvili Raphaël, la polyphonie géorgienne en France avec Frank Kane, et la semaine dernière, nous avons reçu Gary Safarian qui nous a partagé ses connaissances sur l'école des beaux-arts géorgienne. Comme je vous disais, vous êtes sur la page Facebook de Géorgie vue de France. Vous pouvez partager la page, vous pouvez partager l'émission. On a un invité très spécial et très intéressant. Et aujourd'hui, on parle de la Géorgie moderne ou l'histoire récente géorgienne. Je vais aussi vous dire que nos 2 émissions programmées, déjà sûres et certains, sont... vendredi prochain, le 3 juillet, on aura les Amis de la Géorgie avec Sophie Bilon et Bertrand Lambolèze. Ils ont double culture, ils sont d'origine française, ils ont double culture et j'aimerais vous faire partager cette manière dont ils ont découvert la Géorgie, pourquoi ils ont adopté notre culture et qu'est-ce que notre Géorgie a d'aussi particulière. Donc on va parler et il y aura peut-être les chants, donc... passez l'info, partagez. Voilà, je vois que vous nous rejoignez. C'est bien, je parle exprès en fait pour que tout le monde puisse venir, pour qu'il y ait plein de gens qui entendent les bonnes choses sur la Géorgie et surtout avec un vrai bon spécialiste. Ensuite, donc je vous ai dit, vendredi prochain, c'est les Amis de Géorgie. Vendredi d'après, donc le 10 juillet, je vous amène en Géorgie, mais... c'est pas évidemment on peut pas partir en Géorgie, vous savez bien, vous avez eu l'info comme moi que jusqu'au 1er août c'est très compliqué de partir en Géorgie. J'espère que on aura la possibilité de partir au moins pour les vendanges. En tout cas, j'aurai mon invité et la directrice
j'ai perdu mon fil. J'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est l'agence de voyage francophone. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'agences de voyage francophones en Géorgie, mais en tout cas, je sais que c'est une agence très réputée. Je me suis renseignée. C'est vraiment de la qualité qu'elle vous propose. Et c'est pour ça que je voulais l'inviter pour qu'elle vous raconte un peu comment ça se passe quand on va en Géorgie. Elle s'appelle Shorena Niniashvili. C'est la directrice de l'agence Prométhea. Et donc, voilà, on aura l'occasion de découvrir cette agence de voyage. Alors, je vois que vous êtes assez nombreux. Quant au sujet de ce soir, c'est la Géorgie moderne, ou bien on peut aussi l'appeler, comme je vous ai dit, l'histoire récente géorgienne. Il est important de souligner l'anniversaire de l'événement du 20 juin 2019, pendant lequel la jeunesse géorgienne est sortie. Bravo, ce n'est pas tous les jours qu'on peut écouter Tourniquet. Je ne vous le présente pas pour tout de suite. Je vous le montrerai après. Oui, c'est vrai qu'on a de la chance. C'est un ami, donc il est très gentil de ne pas avoir refusé mon invitation. Il s'est même déplacé à Boulogne. Merci beaucoup, Tourniquet. Ouais. Alors, donc, je disais que il est important de souligner l'anniversaire de l'événement de 20 juin 2019, pendant lequel la jeunesse géorgienne est sortie devant le Parlement de Tbilissi et a exprimé son indignation, car ce jour-là, le député, membre du Parti communiste russe, a présidé une réunion internationale sur la religion. Il s'était installé dans le fauteuil du speaker du Parlement et s'était adressé à l'Assemblée en langue russe. Naturellement, la population était indignée et même révoltée, et ils ont exprimé leurs sentiments à travers une manifestation paisible où la jeunesse était en première ligne. Le résultat immédiat de cette manifestation, on le sait tous, que la police a tiré sur les manifestants avec les balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes sous l'ordre du ministre de l'Intérieur, qu'on appelle aussi, ce ministre, on l'appelait aussi l'homme de Moscou. Plusieurs jeunes ont été aveuglés. Il y a eu plusieurs centaines de blessés. C'est l'anniversaire, il y a quelques jours, ils sont ressortis justement sur l'avenue Roustavel de Tbilissi pour protester l'occupation russe à nouveau. Vous savez bien que, et il ne faut pas oublier, on n'oublie pas, plus de 20% du territoire géorgien est toujours occupé par la Russie. Même en temps de pandémie mondiale, ils ont continué l'occupation grimpante à Samachablo. Samachablo est connu comme l'Ossétie du Sud ici. Quand je dis Samachablo, personne ne se situe, mais l'Ossétie du Sud, il se situe. Voilà. Pour vous expliquer, pour faire court, vous êtes géorgien, vous êtes en Géorgie, vous êtes chez vous. Vous dormez, voilà, vous avez passé votre journée, vous dormez le soir, et puis le lendemain, vous vous réveillez, et d'un seul coup, en fait, on vous dit que vous êtes en Russie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, quand il y a eu l'occupation, donc la guerre, après l'occupation, il y a eu la ligne rouge, enfin, ils ont... Oh là là, il y a quelqu'un qui m'appelle, excusez-moi. Ils ont délimité la zone, donc cette ligne, il y a des barbelés. Moi, j'y suis allée avec l'association géorgienne en France en 2008, donc il y a des barbelés, et vous n'avez pas le droit, même si c'est le territoire géorgien, vous n'avez pas le droit de circuler, et même, et puis ils déplacent cette ligne, petit à petit, ils avancent en Géorgie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vraiment, à la seconde où je vous parle, c'est ce qui se passe et on est du coup occupé. Et moi, j'en parle tout le temps, partout. Peut-être que ça aidera, peut-être que ça aidera pas, mais il faut en parler, je pense. Donc, ce que j'ai pensé, c'est que cette situation m'a fait rappeler, il y a quand même d'un côté la jeune génération et de l'autre côté, il y a la génération de pères. Peut-être je me trompe, mais j'ai pensé que cette bataille entre générations et entre idéologies, deux idéologies contraires, ça n'a pas commencé tout de suite, maintenant, aujourd'hui. Déjà, au 19e siècle, on a Ilia Cavcavadze, notre grand poète et écrivain, qui avait commencé cette bataille idéologique. D'un côté, vous aviez une partie de la jeune génération qui avait une ouverture, une meilleure compréhension de la pensée moderne qui était proche de la pensée occidentale, et c'était progressiste. Et de l'autre côté, vous aviez les généraux et les patriotes romantiques qui étaient représentés par la génération des pères et qui voyaient le bienfait de la Géorgie à travers la Russie et sa culture.
Ensuite, malheureusement, cette bataille a échoué parce que Javjavadze a été assassiné. Ensuite, quand je regarde chronologiquement comme ça, ce qui me vient tout de suite, c'est que le 9 avril 1989, on a eu les enfants, la jeune génération qui a été assassinée par les chars russes qui sont arrivés. Même si en 91, la Géorgie a proclamé son indépendance, on sait que Zviad Gamsakhourdia, le premier président, a été mort dans des circonstances un peu douteuses. Bon, on a cru pendant les années 90 qu'on était en Géorgie indépendante. Sauf que dans ces années noires, qu'on appelle dans ces années noires 90, il y avait les anciennes fonctionnaires géorgiens corrompus, appelés intelligentsia rouge, et leur caste, leur cluster, on peut dire aujourd'hui que c'est des clusters un peu spécifiques qui représentaient en fait la génération des pères. Et ils ont pris le pouvoir pendant ces années 90 et finalement l'indépendance c'était juste une façade, un nom. Et effectivement, c'était une période où géopolitiquement, on a réussi, on a eu la chance de pouvoir proclamer cette indépendance. Après, quand je réfléchis à ça, j'ai 2003 qui me vient aussi à l'esprit, évidemment, parce qu'il y a la révolution des roses. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la révolution des roses? C'est encore la nouveauté, la jeunesse qui est sortie, qui a pris le pouvoir, qui a changé sa façon de penser, sa idéologie, comme si on était tourné à 360 degrés vers l'Europe et vers le progrès. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que cette génération des jeunes, ils n'ont rien à voir avec d'autres générations que j'ai citées, mais il y a quand même les rapprochements, les points en commun que je trouve, c'est la bataille générationnelle, c'est la même envie de tourner vers l'Occident, les idées plutôt progressistes. Et ce qui n'est pas pareil, c'est surtout que cette génération est née dans la Géorgie libre et elle y a grandi. Ils ont eu plus d'accès à l'éducation, plus d'ouverture, plus de tolérance depuis 2003, je trouve. Après, c'est personnellement, je me corrigerai. Non, je dis rien. Voilà, c'est pour cette raison-là que nous avions organisé une manifestation à Paris en 2019, le 25 juin. C'était toujours les manifestations en Géorgie. On a organisé avec l'aide de mes amis Eka et Alexandre, que je remercie encore une fois. Nous avons eu le soutien des Ukrainiens, des Français, des amis français, des Géorgiens qui étaient venus des régions. C'était... quand même, tout le monde, j'avais plein de messages qui me demandaient est-ce qu'on fait quelque chose, est-ce qu'on les soutient, on fait une manifestation. Donc, on a fait cette manifestation, on les a soutenus. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai voulu inviter Tornike pour qu'il nous éclaire plus sur cette histoire moderne, sur cette histoire récente. Le chemin parcouru depuis 89, les faits marquants, les dates clés, les difficultés, la direction à prendre pour défendre notre démocratie et notre souveraineté, la bataille des générations. Le sujet est très complexe. On n'a même pas une heure. La plupart de vous connaissent Tornike parce qu'il intervient souvent, régulièrement. Il donne son analyse sur beaucoup de chaînes. Trop souvent, non, il faut être plus souvent. J'aurais dit, il faudrait qu'on te donne plus de possibilités de t'exprimer. Et donc, dans les radios, dans les chaînes du monde entier, en plusieurs langues, il est professeur à Sciences Po de Paris. Il n'a pas voulu me dire sa description, donc il va peut-être vous en parler plus. J'accueille Tornike aujourd'hui avec... donc, il est là. Voilà. Bonjour de... J'ai pas pu faire de Boulogne. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on me voit? Un peu plus fort, bon. je pense. Un peu plus fort, ok. Gagi Marjos. C'est comme ça que je reçois mes invités. Mes invités. Désolé, hein, il s'est cassé. C'est pas grave. Bon, voilà. Ça va comme ça. C'est bon là? Voilà, on y est. Désolé.
Bienvenue Tornike. Gagi Marjota Matlubaro Mokhodi. Merci, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Ok, donc essayons de ne pas renverser encore une fois. Non, je vais le plaisir de partager. C'est bon. Je vais essayer d'aller vite dans la mesure où nous avons que 30-40 minutes, je crois. On a 40 minutes. Et à la fin, vous pouvez poser vos questions. Il me semble que c'est une mission impossible que tu m'as demandé de parler de 30 ans. Tu reviendras, j'espère. Je ne sais pas, j'essaierai, mais je ne peux pas promettre aujourd'hui. Il faudrait faire plusieurs émissions, plusieurs émissions, en tout cas il y a plusieurs sujets dans ces 30 ans d'histoire géorgienne. C'est une histoire immédiate, en fait. Tu as eu raison de proposer la date de 89 pour plusieurs raisons, parce que 1989, c'est encore l'Union soviétique. L'Union soviétique disparaît officiellement en 1991, en décembre 91. Mais la victoire morale en Géorgie de l'idée de l'indépendance, la victoire émotionnelle, c'est 1989, suite aux événements de 9 avril 89. Mais cette victoire morale, c'est-à-dire ce renversement, parce qu'on se souvient à l'époque, on n'est pas si vieux, mais on se souvient quand même, on était adolescents, moi personnellement j'avais 13 ans, mais je me souviens concrètement du basculement. C'est-à-dire si avant 9 avril 89, les médias, les structures officielles de l'État, le Parti communiste géorgien continuait à rester fidèle, au moins superficiellement ou extérieurement de l'Union soviétique et de la direction politique à Moscou, après 9 avril 89, donc après ce massacre de la manifestation qui a eu lieu devant le Parlement, devant le Conseil suprême, le Soviet suprême à l'époque ça s'appelait, a fait que, en espace de quelques jours, la télévision d'État, qui avait une couverture très défavorable aux événements, etc., a changé entièrement, est devenu... on a vu ce changement s'opérer devant nos yeux. Parce que le système communiste avait perdu toute probité morale à l'époque. Mais est-ce que c'était pour autant une victoire définitive? Certainement pas. C'était une victoire morale, émotionnelle, mais les forces profondes qui existaient au pays ne sont pas parties, n'ont pas disparu. Et on les a vus revenir sous d'autres formes dans les années 90, restaurer le système ancien, ou au moins partiellement. Et même si la Géorgie est devenue indépendante officiellement et reconnue en tant que telle par la communauté internationale à partir de 91 et début 92, les choses ne changent pas aussi rapidement. Les historiens savent que même s'il y a des ruptures, des dates de rupture, les continuités sont toujours là. Ceux qui ont étudié la Révolution française savent qu'il y a la date 1789, mais la Révolution française a mis 30 ans, 40 ans à véritablement s'achever et de passer complètement à un autre système. En Géorgie, nous avons eu également pas mal de continuité avec l'ancien système. Donc 89, une date charnière. Très rapidement, on voit l'espace public occupé principalement par les gens, par les intellectuels, par les futurs politiciens favorables à l'indépendance de la Géorgie, avec énormément d'idées souvent naïves, farfelues. On se souvient déjà à l'époque des peurs, qu'est-ce qui va se passer si on est indépendant, si la Turquie nous envahissait, par exemple. C'était l'idée qu'on entendait souvent, parce que on nous avait éduqués pendant toute notre enfance, et depuis l'incorporation de la Géorgie au sein de l'Empire russe et après au sein de l'Union soviétique, que la Turquie était... les pays musulmans de façon générale, et la Turquie était l'ennemi héréditaire, et que la Russie était là pour nous défendre. Donc si la Russie disparaissait du paysage, qu'est-ce qu'on allait regarder, qu'est-ce qu'on allait faire? Et donc je me souviens, à la fois la question était naïve et la réponse était encore plus naïve, parce qu'on disait, mais évidemment on va devenir membre de l'OTAN immédiatement, et comme la Turquie est membre de l'OTAN,
nous serons protégés. Donc vous imaginez que 30 ans plus tard, on n'est toujours pas membre de l'OTAN. C'est pas la faute d'avoir essayé, mais c'est pour montrer un petit peu l'ambiance de l'époque, de la fin des années 80, à la fois l'effervescence, mais énormément de naïveté et de l'absence d'expérience, oui, bien sûr. La Géorgie n'a pas eu d'indépendance ou même d'habitude, n'a pas été un État indépendant depuis très longtemps. Il y a eu une rupture véritable entre les générations. Tu as parlé du 19e siècle, de cette période de la naissance du mouvement national dans la deuxième partie du 19e siècle, avec Ilia Čavčavadze et d'autres. Moi, j'estime que même s'il y a certaines choses on peut comparer cette situation à plusieurs titres, mais les 70 ans de communisme ont opéré une véritable rupture entre les générations. Nous n'avons plus les mêmes personnes. Il n'y a pas eu de continuité entre les élites. Il y a une telle dénaturation par ce système communiste, par les répressions des années 30 notamment, qu'il y a eu très peu de continuité finalement entre les deux périodes. Nous avons, à la fin des années 80, la Géorgie communiste, plusieurs générations de Géorgiens se sont succédés à l'époque communiste, et ils ont quasiment pas de connaissance aussi de ce que c'était la Géorgie avant, ou une connaissance telle qu'elle a été distillée par l'historiographie officielle, qui était quand même assez particulière. L'Union soviétique a opéré les sciences historiques, l'historiographie soviétique était un champ de ruines. C'est une histoire extrêmement politisée, instrumentalisée, et aujourd'hui nous sommes encore prisonniers en partie de cette vision de l'histoire, à la fois de la Géorgie, mais aussi de la Géorgie des périodes anciennes de la Géorgie, mais aussi de l'identité nationale géorgienne, qui a été très fortement influencée des définitions telles qu'elles ont été proposées à l'époque soviétique, et notamment stalinienne. Donc cette ethnicisation à outrance, ces problèmes de minorité, tu as évoqué le problème de la région de Trinvali, Ossétie du Sud, Samet Chablou, on parlera également de l'Abkhazie. Tous ces problèmes sont nés à l'époque soviétique et évidemment ont explosé au moment de l'indépendance. Donc pour ne pas perdre du temps, donc cette euphorie de la fin des années 80 qui s'est achevée avec les premières élections multipartites et concurrentielles en 91, avec la victoire donc de ce mouvement qui était dirigé par Ziad Gamsakhourdia, devenu premier président du pays. Ça s'appelait Table ronde Géorgie libre. Il y a eu une élection en octobre 90, et ensuite les élections parlementaires. Ensuite, il y a eu un référendum sur l'indépendance. Mais d'emblée, les problèmes sont apparus. Les problèmes sont apparus à la fois au sein de différents mouvements nationalistes indépendantistes, mais plus gravement entre les anciennes élites et les nouvelles, c'est-à-dire les élites que Gamsakhourdia essayait d'installer. Alors c'est une constante de l'histoire moderne de la Géorgie. Depuis 1989, il y a toujours cette bataille, cette dichotomie très forte entre la rupture avec le passé et la continuité. Gamsakhourdia était un président de la rupture avec le passé communiste, avec l'Union soviétique, avec la Russie. D'une certaine façon, Mikhail Saakashvili était également un président de la rupture, même si les deux sont assez différents, et peut-être qu'on aura le temps de développer. Et ensuite, à chaque fois, ces deux périodes ont été suivies par des périodes de retour, de restauration, des périodes thermidoriennes, parce qu'on ne restaure pas exactement l'ancien système, avec Shevardnadze dans les années 90 et avec l'actuel pouvoir en Géorgie. Donc voilà, c'est cette succession des périodes de rupture et des périodes de restauration, ou en tout cas de retour des élites traditionnelles. Et ces élites traditionnelles sont évidemment
apparu en Géorgie, tu as eu raison de souligner, dans cette période tardive, du socialisme tardif. C'est-à-dire à partir des années 60-70, c'est l'alliance entre les apparatchiks, donc les fonctionnaires, les bureaucrates du Parti communiste, l'intelligentsia qui est une classe d'appui en quelque sorte, qui par ailleurs se permet de temps en temps une critique légère du régime, parce que c'est une espèce de posture qui leur permet d'apparaître. Enfin, c'est une posture assez enviable, parce qu'à la fois ils font partie du système et ils se permettent une critique parfois voilée, enfin souvent voilée d'ailleurs, parce que directement c'était très difficile de faire la critique. Et donc ces deux groupes sont également alliés avec d'autres groupes un peu moins nombreux, mais qui joueront un rôle important, c'est-à-dire les gens issus du Komsomol, l'intelligentsia technique ou les élites économiques, ce qu'on appelait à l'époque des tsekhaviki, donc les gens qui dirigeaient l'économie souterraine, mais qui avaient les deux dimensions, à la fois dans l'économie officielle, avec des positions importantes, c'était des directeurs d'usines ou de fabriques, etc. Et également ceux qui profitaient pleinement dans les années 70-80 de l'économie parallèle, parce qu'il faut remarquer que la Géorgie était, parmi les républiques soviétiques, peut-être celle où cette économie parallèle était la plus développée. Il y a également un groupe d'influence, un groupe d'intérêt qui ne doit pas être négligé, c'est le monde criminel, qui en Géorgie a joué un rôle très particulier. Je n'ai pas le temps de développer la genèse de ce milieu de l'illicite en Géorgie. Les gens connaissent surtout à travers les figures emblématiques de Vorivzakonia, donc toute cette criminalité plus ou moins organisée, mais qui faisait partie du système soviétique. C'est un groupe d'intérêts ou d'individus, une quasi-classe sociale qui est apparue avec son propre ethos et ses propres règles, qui apparaît en parallèle avec le système pénitentiaire soviétique. C'est absolument inimaginable, on ne peut pas les imaginer en dehors du système carcéral soviétique. Ils sont nés, ils se sont développés. Le fait que les Géorgiens ont développé une certaine propension à réussir dans ce domaine-là, c'est une question en soi et très intéressante à évoquer. Je n'ai pas le temps de... peut-être qu'on y reviendra, ou tu reviendras avec quelqu'un d'autre sur ce sujet-là, mais c'est un milieu qui s'est avéré assez influent tout au long des années 90, même plus tard, y compris dans les années 2000. Et ces groupes que je viens de citer se sont retrouvés dans une Géorgie indépendante dont le président essayait de changer les choses radicalement, et ils sont allés contre ces changements parce que finalement c'était des groupes qui étaient issus du système communiste, même s'ils ne voulaient pas l'avouer. Cette même intelligentsia, du jour au lendemain, qui s'est retrouvée sans sa fonction première, qui était parce que toute la littérature, la musique, la peinture, etc., à l'époque soviétique, était financé par l'État. C'est comme dans Maître et Marguerite. La continuité, en fait, c'était une façade, l'indépendance, n'est-ce pas? Non, c'était pas une façade. C'était les mêmes personnes qui ont repris finalement. Oui, mais en même temps, pour un petit pays tel que la Géorgie, on ne pouvait pas changer entièrement. On peut pas. Il y a eu très peu de cas où la rupture radicale a finalement abouti. En Géorgie, on a refusé la loi de la lustration. Il y a eu beaucoup de débats à l'époque de Shevardnadze. Évidemment, c'était dans l'intérêt de personne, surtout pas des élites qui étaient au pouvoir. Il y a eu même des débats à l'époque de Saakashvili. Et on a traîné. On n'a pas fait ça parce qu'on avait peur de tensions, parce qu'il y a tellement d'informations qui pourraient être révélées sur beaucoup de personnes, qui pouvaient provoquer des tensions au sein de la société. Évidemment, aujourd'hui, c'est toujours inaccessible. Ces archives sont inaccessibles, et c'est par décision politique que ces archives sont inaccessibles, et on ne sait pas qui a collaboré avec le régime communiste et comment. Il y a quelques informations, souvent c'est des rumeurs, mais parce que là, finalement, ce pays était très fortement influencé par le système communiste. La Géorgie
à la fin du système soviétique, la Géorgie comptait plus de 400 000 membres du Parti communiste. Pour un pays qui comptait 5,4 millions d'habitants, vous aviez presque 8-9% de la population qui était membre, qui avait la carte du parti, vous imaginez. Même si lors des premières élections libres, le Parti communiste a obtenu moins de voix qu'ils avaient de membres, ce qui est un paradoxe. Ça veut dire que les gens, déjà à la fin de la période soviétique, comprenaient que... La peur était bien ancrée, elle dit Sophia. Il faut du temps pour reconstruire. Oui, alors c'est surtout au niveau des mentalités que les ruptures sont difficiles à faire, parce que cette espèce de... Déjà l'absence de... tu as parlé de l'indépendance, mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement à quoi ça correspond. C'est quoi d'être un pays indépendant en Géorgie? C'est-à-dire, finalement, les grands pays qui nous dictent leurs conditions, ça paraît, ça ne choque pas beaucoup de personnes en Géorgie. C'est encore le cas, surtout des générations qui sont un petit peu plus âgées que nous. Ils ne sont pas habitués. Il y a une espèce de... Les Géorgiens ont toujours eu une identité nationale très forte, y compris à l'époque soviétique, mais ils ont eu beaucoup plus du mal à intérioriser la conscience d'être non pas une nation, une ethnie, mais aussi d'être un État indépendant. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Ça rentre beaucoup plus difficilement dans la tête des gens. Alors, beaucoup de Géorgiens, encore aujourd'hui, considèrent que, puisque nous avons notre propre langue, notre écriture si ancienne, notre littérature, notre cinéma, nos chants, etc., voilà, c'est ça. Ça suffit. C'est ça d'être Géorgien. Donc, vous savez, l'Empire... Tu peux nous développer cette partie-là, justement. Qu'est-ce qui nous manque? C'est deux conceptions complètement différentes. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour réussir à être vraiment un pays démocrate comme on l'entend depuis la France? La démocratie, c'est encore autre chose, mais je reviendrai sur cette double conception de ce que c'est qu'une nation. Okay, c'est quelque chose de très, très classique qui est dans la littérature tout au long du 19e, 20e siècle. En Europe, cette question a été débattue. Mais en Géorgie, trop de gens, puisque le pays a souvent été à l'ombre des empires et n'était qu'une province de beaucoup d'empires différents, on a développé une conscience nationale qui est en réalité une conscience plutôt culturelle ou ethnique, qui n'est pas forcément liée à l'État. Et beaucoup de Géorgiens s'accommodaient très bien de cette coexistence avec les empires, puisqu'on avait une culture spécifique qui était reconnue aussi par les empires, c'est-à-dire l'Union soviétique. Oui, bien sûr, c'était plus facile, mais surtout qu'ils avaient trouvé une niche. Alors l'Union soviétique reconnaissait la culture géorgienne. Et beaucoup de Géorgiens, encore aujourd'hui, ils me disent « mais les Russes, ils adoraient nos chansons, notre cuisine, etc. etc. » Oui, soit. Encore aujourd'hui, beaucoup de Russes se rappellent avec nostalgie la Géorgie, parce que pour eux, c'était une province sympathique, une espèce d'un petit peu exotique, sur le fond de la grisaille soviétique, mais guère plus. C'est-à-dire vous êtes bien un peuple, mais vous n'êtes pas une nation, vous n'êtes pas un pays indépendant. C'est-à-dire, vous avez, évidemment, l'Empire s'accommode très bien avec la diversité culturelle. L'Empire n'est pas un État-nation. C'est-à-dire, que ce soit l'Union soviétique ou l'Empire russe, et encore plus l'Union soviétique, s'accommodaient très bien avec la pluralité des cultures, mais ne pouvaient pas admettre que tel ou tel peuple composant de l'Union soviétique pouvait adhérer à l'indépendance, pouvait accéder à l'indépendance et être un pays indépendant. Et beaucoup de Géorgiens ont intériorisé cette mentalité en disant mais ça suffit, puisque nous avons une culture tellement différente et tellement originale, finalement, en comparaison avec d'autres peuples de l'Union soviétique. C'est ça d'être patriote, et c'est ça d'être fier de la Géorgie. Et donc, cette même intelligentsia que tu as évoquée, ils avaient trouvé une niche parfaite dans le système soviétique. Mais ça y est, j'ai... Ah, merci. Ouais. Donc cette conception également va aussi dans la conception que nous avons de notre identité. C'est-à-dire, encore aujourd'hui, en Géorgie, beaucoup de Géorgiens considèrent que
tous les gens qui vivent en Géorgie depuis des générations et des générations ne sont pas géorgiens. C'est-à-dire géorgiens sont seulement ceux qui s'appellent soit des Mouria, soit Gordadze, qui ont un nom géorgien, qui sont ethniquement géorgiens, et non pas des gens qui sont considérés comme étant ethniquement différents, parce qu'on n'a pas eu la conscience civique inclusive. Et ça n'arrive que lorsqu'on est un État indépendant, lorsqu'on est un État-nation. Et la Géorgie, très peu d'époques, je parle récemment, dans l'histoire récente de la Géorgie, où la Géorgie a pu finalement développer une nation à l'image de l'État. J'adore, merci pour cette franchise sur l'identité géorgienne. De rien, c'est ce que j'ai toujours dit depuis que j'écris des choses. Bon, je vais aller rapidement maintenant. Lorsque donc Gamsa Khourdia, qui était favorable à cette rupture radicale, qui manquait d'expérience, qui souvent choisissait aussi les gens qui n'avaient le patriotisme en guise de compétences. En fait, c'était des gens qui n'avaient aucune expérience politique. C'est aliéné donc toutes ces forces profondes de la Géorgie et qui ont, en fin 91, début 92, ont opéré un coup d'État militaire contre Gamsa Khourdia qui a été renversé par cette alliance entre les anciens apparatchiks, l'intelligentsia soviétique ou post-soviétique, plus certains milieux criminels. Vous vous souvenez des milices qui étaient composées de ces personnes qui étaient au moins partiellement issues des repris de justice, quelques figures emblématiques, donc de Jabayo Seliani, quelques autres. Donc c'est cette contre-révolution et la restauration du système ancien a duré une dizaine d'années. Donc c'est la période de Shevardnadze qui est revenu au pays, qui vivait à l'époque à Moscou et qui a accepté de revenir au pays et qui a eu du mal d'abord à s'imposer contre justement ces milices et c'est pendant cette guerre civile qui a été particulièrement violente, d'abord à Tbilissi même, mais ensuite en Géorgie occidentale où les partisans de Gamsa Khourdia s'étaient regroupés, principalement en Mingrélie, mais aussi en partie en Abkhazie. Lorsque, en 1993, cette guerre civile se transforme aussi en guerre en Abkhazie, donc entre les forces gouvernementales et les séparatistes abkhazes soutenus par la Russie, très fortement soutenus, armés, financés et même... On a vu qu'au fur et à mesure que le conflit s'approfondissait en Abkhazie, l'implication de la Russie était de plus en plus forte. Et là, elle est allée jusqu'à s'impliquer directement à partir de la fin de 93, de la fin 92 et début 93. La Géorgie a connu une période très difficile pendant ces années 90, marquée par cette instabilité. Et cette instabilité commence un petit peu à se calmer à partir de 95-96 lorsque Shevardnadze, avec les élites de son époque, puisqu'il a été aussi le premier secrétaire du Parti communiste dans les années 70 et 80, arrive finalement à éliminer ces milices concurrentes et restaurer pas entièrement restaurer le système communiste, parce que le Parti communiste disparaît en Géorgie, il change de nom, mais les élites sont en grande partie les mêmes. Cette période s'accompagne quand même par... il y a des choses aussi positives, il ne faut pas dire que tout a été négatif pendant ces années 90. La Géorgie est reconnue par la communauté internationale et l'Occident commence à s'intéresser un petit peu à la Géorgie à partir de la fin des années 90. La Géorgie a perdu une décennie dans les années 90, contrairement aux pays baltes, etc., qui, une fois accédés à l'indépendance, tout de suite sont allés rejoindre la communauté des pays européens, sont devenus assez rapidement, dans les années 2000, membres de l'OTAN et de l'Union européenne. La Géorgie, à cause de ces conflits internes et à cause de ces affrontements avec la Russie, a perdu cette décennie. Et on voit maintenant les résultats de ce retard pris dans les années 90.
à ce retard lié à cette absence de maturité politique, à cette volonté de restauration. Finalement, contrairement aux pays baltes, en Géorgie, les forces centripètes ou qui étaient orientées vers Moscou étaient beaucoup plus forts finalement. Et parce que aussi le système communiste a duré 70 ans en Géorgie, dans les pays baltes c'était seulement 40-45 ans. Et donc cette décennie perdue a eu une conséquence négative sur l'avenir de la Géorgie, parce que c'était aussi la décennie où la Russie était relativement faible. C'est-à-dire si nous avions eu dans les années 2000 la même Russie que nous avons eu dans les années 90, je pense que l'image aurait été totalement différente aujourd'hui. Enfin, la place de la Géorgie dans la région et en Europe. Combien de temps il nous reste maintenant? Un quart d'heure? Ça va, on est large. Un quart d'heure, 20 Un quart d'heure, minutes. d'accord. Donc ce système de cette période thermidorienne, que j'appelle thermidorienne de Shevardnadze, s'achève en 2003. S'achève parce que depuis plusieurs années, je parle de la période qui a immédiatement précédé de 2003 et la Révolution des Roses, le système de Shevardnadze s'est complètement grippé pour plusieurs raisons. D'abord parce que lui-même, Édouard Shevardnadze, même si c'était quelqu'un qui a, encore une fois, a joué un rôle très important pour la fin de la guerre froide, c'était un politicien extrêmement sophistiqué, expérimenté, un véritable animal politique. Mais Édouard Shevardnadze, à la fin des années 90, au début des années 2000, est dépassé à la fois sur le plan interne par cette corruption qui gangrène complètement le pays. Son proche entourage est totalement impliqué dans cette corruption. Mais aussi sur le plan international, on n'est plus dans ce n'est plus la guerre froide, ce n'est plus même la période de l'effondrement de l'Union soviétique. On est devant des réalités différentes et on voit que ce vieux renard blanc est un petit peu dépassé dans les deux cas. Il n'a plus les mêmes réflexes parce que les Occidentaux préviennent en disant que maintenant que la Géorgie est en train de s'enfoncer à la fois sur le plan démocratique mais aussi surtout sur le plan de la déliquescence de l'État, parce que vous vous rappelez, enfin ceux qui connaissent la Géorgie se rappellent de la fin des années 90, du début des années 2000, lorsque le pays, l'administration publique du pays avait été privatisée par certains groupes, c'est-à-dire la police, la justice, la douane était entièrement aux mains. C'était comme la fermage le système de fermage du Moyen-Âge. C'est-à-dire les gens investissaient de l'argent pour s'acheter leur poste, soit au sein de la police, soit au sein de la douane ou dans d'autres activités qui étaient très lucratives, parce que ensuite ils récupéraient ils ponctionnaient les populations, l'activité économique directement. C'était une espèce ils investissaient de l'argent et après il y avait un retour sur l'investissement, ce qui faisait que le pays ne se construisait pas. Il y avait l'armée était dans un état totalement délétère. Les soldats étaient affamés, le pays n'arrivait pas à se défendre, y compris devant les défis mineurs tels que les situations dans certaines vallées qui échappaient complètement. Je parle de la vallée de Pankissi notamment, ou dans certaines régions où les barons régionaux comme Aslan Abashidze en Adjari était de facto indépendant. Il faisait ce qu'il voulait. Il avait même acheté la loyauté de la base militaire russe qui était stationnée et qui défendait son de facto indépendance vis-à-vis du pouvoir central. Je parle des régions également du sud de la Géorgie, en Javakheti, etc., où la monnaie nationale n'était pas en circulation, sans parler de la langue géorgienne qui était pas du tout, où le système éducatif n'était pas, les médias publics géorgiens n'étaient pas présents. Donc la Géorgie avait toute apparence d'un État failli.
comparable à certains pays africains qui n'existent que sur la carte et dont ces frontières ne sont absolument pas, correspondent pas à la réalité et dont la situation interne se caractérise par une espèce de prédation des élites et l'absence de l'État centralisé, légal, rationnel. Les criminels, encore une fois, ont établi un système parallèle de justice, c'est-à-dire, vous savez, d'un côté des tribunaux et ensuite le système parallèle illicite où les voriv zakonie prenaient des décisions, rendaient la justice en quelque sorte. Donc tout ça a joué parce que la Géorgie, malgré cette situation, aspirait à quelque chose de différent. La chance de la Géorgie, contrairement à certains autres pays aussi de ce type, avec la forte corruption, c'est que ces élites n'avaient pas une ressource tellement forte qu'ils auraient pu utiliser à la fois pour coopter une bonne partie de la population, alors, en gros pour redistribuer de l'argent comme fait Poutine par exemple aujourd'hui, ou comme fait l'ami et le voisin de la Géorgie, l'Azerbaïdjan, avec les ressources pétrolières. Donc acheter la loyauté d'une partie de la population et de dépenser également de l'argent pour entretenir un système répressif relativement fort. Bon, ça, il n'y avait pas la ressource pour ça en Géorgie. Et également, la Géorgie a connu, dès la fin des années 90 et dès le début des années 2000, une société civile extrêmement vibrante et très forte et très dynamique, composée des gens bien éduqués qui avaient fait une partie de leurs études à l'étranger, ou même ceux qui ont fait leurs études en Géorgie, mais qui avaient suivi, qui avaient beaucoup lu, qui aspiraient à quelque chose d'autre que ce marasme politique et de cette corruption dans laquelle était plongé le pays. Et donc ce sont ces gens-là qui, en 2003, ont organisé ce qu'on appelle la Révolution des Roses. Donc ces ONG, cette société civile, quelques politiciens jeunes et dynamiques qui avaient commencé leur carrière dans les années 90, au début à l'ombre de Shevardnadze, je pense évidemment à Saakashvili, à Jvania, à quelques d'autres, et qui se sont émancipés au fur et à mesure et qui ont compris que le système n'était pas réformable et qu'il fallait passer par la voie révolutionnaire. Ils sont entourés en fait de la jeunesse du monde entier, des Géorgiens du monde entier qu'ils ont fait venir pour qu'ils gèrent ensemble avec cette jeunesse l'État en fait. Oui, alors deux mots avant de parler de ces jeunes qui sont revenus du monde entier. En France particulièrement, on pense que on voit toujours l'ombre des États-Unis, notamment dans la Révolution des Roses. Moi, j'ai souvent entendu parler, oui, mais c'était quand même une révolution organisée par les Américains, comme toutes les révolutions de couleur, etc. C'est à la fois irrespectueux des forces locales qui étaient là sur place et qui ont des tendances endogènes extrêmement profondes et fortes qui étaient là. Si on veut vraiment parler des États-Unis, je vous rappelle que l'ambassade des États-Unis, jusqu'au dernier moment, soutenait Shevardnadze. Il suffit de regarder les télégrammes diplomatiques qui avaient été envoyés à l'époque par l'ambassadeur américain qui disait non, Shevardnadze va tenir. De toute façon, Shevardnadze n'est pas hostile aux intérêts américains, il n'était pas hostile. Il était très mal vu déjà par les Russes et la rupture était déjà là avec la Russie. C'est une révolution endogène qui ensuite a été évidemment soutenue par les Américains. Et encore, les Américains ont mis du temps sur le plan officiel. C'était surtout les ONG ou la société civile américaine qui avait soutenu dès le début certaines fondations, et ensuite les officiels. La visite de George Bush en 2005, ça a été, beaucoup de gens pensent que puisque Bush a visité la Géorgie, c'était un peu le bébé de George Bush. Non, c'est arrivé ensuite. C'est-à-dire les Américains avaient également besoin
de plusieurs success stories dans le monde. Rappelez-vous que c'était la guerre d'Irak. Les États-Unis la réputation des États-Unis avait pris déjà un coup un petit peu dans différentes régions du monde, et ce sont les Américains qui à l'époque voulaient aussi apparaître, voulaient avoir aussi d'être parrains de différentes expériences à succès. Donc ils ont revendiqué Kosovo, ils ont revendiqué la Géorgie, etc. Donc cette perception du rôle des États-Unis est une perception a posteriori plus que... et je ne souscris pas à cette thèse de cette révolution organisée par les États-Unis. Parce que les Américains n'avaient pas besoin de renverser Shevardnadze, qui était déjà largement acquis à leurs intérêts dans la région. Cette révolution des roses, oui, et on revient à cette rupture, encore une fois, radicale à plusieurs niveaux. À la fois une rupture, parce que Saakashvili et ses alliés à l'époque ont compris qu'on ne pouvait pas réformer ce système de façon superficielle. La corruption était allée tellement loin qu'il était plus facile de construire une nouvelle police ou une nouvelle justice. D'ailleurs, pour la justice, il y a eu plus de problèmes que pour la police. On s'est aperçu à la fin que, justement, la réforme judiciaire avait été gardée pour la fin, et ça avait joué des tours à Saakashvili, à ce mouvement national qui était arrivé au pouvoir. Mais en tout cas, pour... éliminer la corruption, on s'est attaqué directement d'abord à la réforme du ministère de l'Intérieur, qui était un monstre. C'était l'État dans l'État, c'est-à-dire qui employait 50 000 ou 60 000 personnes en Géorgie au début des années 2000, qui avait énormément de pouvoir, qui avait des prébendes un petit peu partout dans l'économie du pays. Ils avaient les policiers eux-mêmes avaient créé des réseaux mixtes avec les réseaux criminels ou les réseaux terroristes. Ils se partageaient avec eux le contrôle des trafics de drogue, le trafic des enlèvements, etc. Donc tout cela a été éliminé assez rapidement. Il y a eu des réformes de l'État, beaucoup plus de transparence en matière justement de la police, sur le plan énergétique, en quelques semaines ou quelques mois, on est passé de l'électricité ou du chauffage, du gaz que les gens avaient une fois tous les 2 jours ou plusieurs heures dans les meilleurs des cas par jour à Tbilissi, à une couverture de 24 heures. Tout cela, c'était parce qu'il y avait une mafia énergétique qui tenait le pays. Mais même globalement, tu sais, d'ici, nous, quand on y allait, dans les années 90 et 2000, on a vu la différence quand on y est retourné après 2003. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie progression qui était visible et qui était là. Mais justement, pour aller vers cette jeunesse qui est sortie, et moi je fais toujours le lien avec cette période et cette jeunesse, c'est la jeunesse qui a vécu dans un pays libre, qui a eu plus d'ouverture, plus d'éducation. Est-ce qu'on peut... Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a une nouvelle génération qui apparaît. Alors aujourd'hui, même ces jeunes qui ont aujourd'hui, disons moins de 30 ans. Voilà, regarde. Quelle est la situation actuelle, à votre avis? Sommes-nous sortis de l'influence des uns et des autres? Bon, ensemble. Les uns et des autres. Les influences des uns et les autres. Les uns et les autres. C'est-à-dire peut-être qu'on a été empire perse à l'époque, on a eu empire russe. Non, mais d'abord, je réponds à ta question par rapport à la jeunesse. Donc, nous avons une génération, donc déjà des gens qui sont plus jeunes que moi et que toi, c'est-à-dire des gens qui ont moins de 30 ans. Ça, c'est la première génération qui a été formée, au moins partiellement, parce que, encore une fois, le système communiste continue. Enfin, je ne parle pas de... Évidemment, il n'y a plus le Parti communiste, mais les mentalités, les modes de fonctionnement, y compris certains professeurs dans ces écoles, etc., c'est toujours les mêmes. Ou en tout cas, les gens qui avaient été formés à l'époque. Mais dans les années 2000, après 2003, nous avons déjà des gens qui ont fait leurs études secondaires et supérieures après 2003. Donc c'est la première génération qui en plus a été extrêmement critique vis-à-vis, y compris vis-à-vis de Saakashvili et vis-à-vis de l'ONM, et qui étaient désireux, qui voulaient encore plus de liberté, encore plus
de réformes, etc. Donc, oui, évidemment, ces gens-là, qui ont moins de 30 ans aujourd'hui, ne représentent pas encore la majorité de la population. Non, mais ils sont plus forts, j'ai l'impression. En tout cas, oui, ils se mobilisent beaucoup plus fort. Ils n'ont pas les mêmes complexes. Bien solides, en fait. C'est pour ça. Oui, oui, parmi eux, vous avez des jeunes qui sont extrêmement bien formés, qui connaissent bien, qui sont libres, surtout, qui n'ont pas les mêmes complexes que la génération de nos parents, par exemple, et qui sont beaucoup plus actifs politiquement. Tout cela, en même temps, avec le fait que, et ça c'est très inquiétant, c'est quand même une bonne partie du système éducatif géorgien est quand même d'un niveau assez bas, il faut le reconnaître. Et nous avons aussi affaire à beaucoup de jeunes qui n'ont pas la formation. Qui n'ont pas la bonne formation. L'accès à la formation. L'accès, oui. Mais donc tout le monde n'a pas l'occasion d'aller étudier à l'étranger. Oui, mais quand on a envie, en fait, on y arrive. Oui, non. On cherche l'accès, on le trouve. On le trouve plus facilement, mais ce n'est pas garanti. Non, moi, mes parents sont enseignants à l'université. Il y a encore des pans, des jeunes qui... Évidemment, c'est des gens beaucoup plus dynamiques, qui travaillent en même temps, qui essayent de s'informer. Mais aussi, il y a ces mentalités, on la vie dure. Il y a encore, on a vu il y a 2 jours des jeunes, des RICS qui existaient quand on était jeune, quand on était jeune ou adolescent, et toi et moi, où cette espèce de mentalité de Zvelibici, ou de cette espèce d'une forme de masculinité dans laquelle on élève les garçons. Est-ce que tu penses que je suis ça existe naïve encore quand je pense que je crois à cette jeunesse et que même s'il n'y a pas accès à cette éducation, ils y arriveront. Est-ce que je suis naïve? Non, mais tu n'es pas naïve, et surtout il faut y croire. Moi j'y crois également, mais j'essaye. Non, mais je m'y mets pas non plus des espoirs trop démesurés, parce qu'après la déception est très forte en général. Non, mais je crois, je pense même que malgré beaucoup de choses inquiétantes en Géorgie, il y a un recul évident par rapport à certaines choses ces dernières années. À chaque fois, que ce soit Shevardnadze dans les années 90 ou le pouvoir actuel, oui, il y a parfois un retour en arrière, mais on revient jamais complètement en arrière. C'est-à-dire, il y a des... On évolue, et puis c'est comme... on revient pas exactement dans la... Il y a un effet de cliquet, c'est-à-dire il y a des choses qui ont été faites. Voilà, par exemple, la corruption en Géorgie a été en grande partie éliminée, même s'il y a un retour d'une forme de corruption en Géorgie. On n'est pas au niveau des années 90. On n'est pas même au niveau des mentalités à tout point de vue. Donc il y a quand même une progression. Parfois, on fait deux pas en avant, un pas en arrière, ou un pas et demi en arrière. Mais il y a sur ces 30 ans, on voit quand même une progression. On n'est pas au niveau du début des années 90. Donc voilà, on aurait aimé... si on n'avait pas perdu cette décennie des années 90, on aurait été peut-être au même niveau que certaines républiques baltes ou même certains pays de l'Europe centrale et orientale. Si on, dans les années 80 ou début des années 90, un pays tel que la Bulgarie, par exemple, avait à la fois sur le plan économique, mais aussi sur le plan du développement de la science, de l'éducation, etc., était à peu près au même niveau que la Géorgie. Aujourd'hui, la Bulgarie est membre de l'Union européenne. Oui, ils ont des problèmes de corruption, etc., mais ils sont ailleurs, quoi. Ils sont déjà dans une autre dimension. La même chose lorsque nous parlons des pays baltes. Oui, nous avons eu donc cette malchance de nous retrouver dans les années, à partir de 2004-2005, devant une Russie beaucoup plus forte, mais aussi beaucoup plus ambitieuse, et désireuse de reprendre le contrôle, une Russie révisionniste, c'est-à-dire qui considère que l'effondrement de l'Union soviétique était un malheur historique, qu'il faut revenir en arrière, il faut restaurer non pas l'Union soviétique, mais restaurer la Russie impériale, conquérante. La guerre de 2008 entre la Géorgie et la Russie n'était pas une guerre pour les territoires.
même si le résultat, ça a été l'annexion de facto de l'Abkhazie et de l'Ossétie par l'Abkhazie de la région de Tskhin Valley. Moi, je dis la région de Tskhin Valley toujours parce que Samachablo, ça correspond Samachablo, c'est seulement une partie. Si on prend l'ancienne région autonome de l'Ossétie du Sud, Samachablo, c'est vraiment un tiers ou peut-être un quart de ce territoire. Ça correspond à Tskhin Valley et la vallée de l'Iachvi, etc. Donc, à la région de Tskhin Valley, ça serait je pense que ça serait plus correct. On évite à la fois de dire l'Ossétie du Sud, qui est un terme soviétique, et Samachablo, qui est un terme beaucoup plus restrictif, et en plus qui renvoie aussi à une période plus ancienne, c'est-à-dire à des possessions des princes machabélis qui ne correspondent pas vraiment à l'entièreté du territoire. Donc, ça, c'est la parenthèse que je referme. Très bien, merci. Donc, pour revenir à cette guerre de 2008, c'était une guerre pas tellement pour la conquête des territoires, parce que la Russie a le territoire le plus grand au monde. C'était une guerre pour faire échouer une expérience politique qui représentait pour la Russie une anomalie politique sur l'espace post-communiste. Vladimir Poutine a assis toute sa popularité et sa légitimité en Russie sur le fait que la démocratie, le libéralisme n'est pas applicable dans le monde, en Europe de l'Est et dans le monde post-communiste. Il disait le libéralisme ou la démocratie, c'est pas fait pour nous. On a essayé dans les années 90, à l'époque de Yeltsin, et ça affaiblit la Russie. Donc ceux qui veulent la démocratie et la liberté, c'est les gens qui veulent affaiblir la Russie. Ce sont les ennemis de la Russie. Et c'est les agents d'Occident, etc. Donc il a dit, moi je vous promets pas ça, je ne promets pas la démocratie, je vous promets un régime fort, mais en même temps un développement économique et une stabilité. C'est ça l'équation de Vladimir Poutine. Et il a vu à côté de la Russie un petit pays, la Géorgie, qui a rompu avec le passé communiste, qui a construit parallèlement, évidemment avec beaucoup de problèmes, avec des difficultés, mais à la fois un système non corrompu, un État légal, rationnel, efficace, non corrompu, avec une démocratie qui se développe. Et ça, c'était inacceptable. C'est-à-dire ça, c'est comment un pays petit, pauvre, relativement pauvre à côté de la Russie, peut développer un régime comme ça. Et donc, évidemment, toutes ces menaces et ces déclarations que la Géorgie est une anomalie sur cette carte de l'ex-URSS, à mon avis, cette guerre était très difficilement évitable. Ou alors la Géorgie aurait dû reconnaître le modèle. Parce qu'il n'y a pas 36 000 modèles dans cette région du monde. Parce qu'encore une fois, en France, on ne comprend pas. On dit souvent pourquoi vous, les Géorgiens, êtes si pro-occidentaux, vous ne pouvez pas être pro-géorgien. Être pro-géorgien, c'est la même chose que d'être pro-occidental aujourd'hui. Parce que pour un petit pays comme la Géorgie, nous n'avons pas énormément de choix devant nous. Nous avons le modèle russe, d'un côté, qui est fondé sur l'arbitraire, la répression, la corruption. Tout ça fait partie du même système post-communiste et le système démocratique avec des difficultés qui est évidemment imparfait. On connaît les difficultés, on habite en France, on sait à quel point c'est à la fois l'avènement de la démocratie irrésistible et difficile, mais aussi toutes les faiblesses inhérentes de ce type de régime. Mais on n'a pas d'autre solution. Et donc pour revenir à ce conflit, l'affrontement entre la Russie et la Géorgie, c'était un affrontement aussi idéologique, aussi systémique, c'est-à-dire et non pas pour les territoires. Et si la Russie a gagné en partie, elle n'a pas gagné définitivement parce qu'elle n'a pas réussi à imposer son modèle et finalement ne s'est contentée que par l'annexion. Évidemment, c'est pour toi, c'est une tragédie personnelle et pour beaucoup de Géorgiens. Et pour moi, j'ai une question là-dessus, excuse-moi, Torniquet. Qu'est-ce qu'il me dit? Existe-t-il encore l'espoir qu'un jour Gagra et Sokhumi soient de nombreux Géorgiens libres? C'est à l'état actuel, à l'état actuel avec le régime politique russe que nous connaissons, il est difficilement imaginable ce genre de scénario.
Mais personne n'est immortel. L'année dernière, j'étais à une conférence à New York qui était dédiée à l'étude du régime de Poutine. Et il y avait un gars, Gasparov, ce champion d'échecs, qui intervenait. Et il a dit bon, j'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. Bon, par rapport à combien de temps va durer le régime de Poutine. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que je ne sais pas combien de temps va durer ce régime. Et la bonne nouvelle, c'est que lui non plus, il ne le sait pas. C'est-à-dire ça peut s'arrêter... quand ce genre de régime s'effondre, ça s'effondre très rapidement. On a vu le système communiste, comment ça s'est... Personne n'aurait imaginé au milieu des années 80 2-3 ans avant l'effondrement effectif de ce système, que ça allait se terminer comme ça. Encore dans les années 80, l'Union soviétique était présente sur les 5 continents. Elle était présent en Afrique, était présent au Moyen-Orient, était présent en Amérique latine. Et on a vu ce régime s'effondrer en quelques mois, en quelques années au maximum. Donc ça peut arriver. Et il faudrait être prêt pour ça. Il faudrait être prêt aussi... on n'est pas prêt. Évidemment, moi, je ne serais pas pour une reconquête militaire parce qu'il y a quand même une population sur place qu'il faut reconquérir sur le plan de leur conscience et de leur envie de vivre avec la Géorgie. Depuis des années, ces gens-là, il y a des nouvelles générations qui sont nées là-bas, qui ont été élevées dans la haine, à qui on a expliqué que tous leurs problèmes venaient de la Géorgie. J'ai encore je lisais sur les forums apraso-géorgiens, une jeune femme, peut-être elle avait 25 ans, qui parlait de certains apras qui ont des parents ou des grands-parents géorgiens. Elle disait, si ma grand-mère était géorgienne, je l'aurais étranglée moi-même, dit-elle. Donc, évidemment, après des réactions, tous les autres apras étaient beaucoup plus modérés. D'accord. Mais il y a aussi ce genre de... évidemment, c'est fait exprès. C'est fait. Le fait que la Géorgie a essayé de convaincre ces gens en Abkhazie en leur proposant un système de santé, les soins de santé, l'éducation gratuitement. Et il y en a qui en profitent parce que c'est aussi leur seul moyen de se faire soigner. Ça a un effet très limité pour l'instant. Mais il faut continuer, il faut en faire beaucoup plus. Mais les auditeurs ne savent pas, en fait, ne connaissent pas ce système. En fait, il y a la Géorgie qui soigne nos compatriotes. Donc depuis une dizaine d'années, un peu plus, peut-être une quinzaine d'années, il y a des programmes d'État en Géorgie qui font que les gens qui vivent sur les territoires occupés, en Abkhazie et dans la région de Trimali, peuvent se faire soigner gratuitement en Géorgie, dans le reste de la Géorgie. La même chose pour l'éducation. Ou même, ils peuvent même obtenir un certain nombre de bourses pour partir étudier à l'étranger. Dans les années 2000, le précédent gouvernement avait même créé un système pour permettre à ces gens-là qui aujourd'hui ont des passeports russes. Et ces passeports russes ne sont pas reconnus par la communauté internationale. C'est-à-dire quelqu'un qui vit en Abkhazie pour partir... à Paris ou à Londres ou à Berlin, il doit demander le visa à Moscou. Et s'il a le passeport russe émis en Abkhazie, à Sukhumi, il n'aura pas de visa parce qu'il y a des séries qui ne sont pas reconnues par la communauté internationale. Exactement. Donc le gouvernement géorgien leur a proposé un substitut de passeport qui est un passeport status neutral passport, ça s'appelait comme ça. C'est-à-dire sans accepter le passeport géorgien, c'est un passeport neutre, comme un peu les passeports de l'ONU qui existaient pour des réfugiés. Par contre, ça leur permettait de voyager avec ce passeport et de ne pas être obligés de passer par la Russie. Parce que c'est aussi dans l'intérêt de la Géorgie à ce que ces gens-là ne soient pas uniquement autorisés à voyager en Russie. C'est aussi dans notre intérêt à ce qu'ils aillent voir le monde et de voir qu'aujourd'hui, réfléchir en termes... ethnique, raciste, telle que cette jeune femme qui est sur les forums. Mais ils ne connaissent pas les Géorgiens, en vrai. Bien sûr, ils ne connaissent pas. Non, ils ne les connaissent pas, en fait. Non, mais ceci dit, les Géorgiens ne connaissent pas non plus les Abkhazes. Oui. Toi, tu as vécu là-bas, mais je parle des jeunes générations, et même de la génération
d'autres... Même nous, on n'a pas la haine. Je ne pense pas que les Géorgiens qui ne connaissent pas les aprazes aient la haine. Je suis trop optimiste, je suis naïve et optimiste, mais c'est ce que je pense vraiment profondément, c'est ce que j'ai envie de croire. Non, moi, je connais très peu de Géorgiens qui ont la haine des aprazes. Je ne connais quasiment pas. C'est parce que, à la fois, ça s'explique par plusieurs choses. Peut-être parce que, pour nous, les aprazes, pour nous, les Géorgiens, les aprazes ne constituent pas une menace existentielle. Ils sont très peu nombreux. Même on a vécu avec eux. Oui. Mais pour eux, et c'est une idéologie qui apparaît dès les années 60, 70, se développe dans les années 80 et évidemment dans les années 90 plus tard, eux, ils sont élevés dans cette conscience que les Géorgiens représentent un danger à la survie du peuple apraz, parce que soit ils vont les assimiler, soit ils vont les avaler parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, soit ils vont leur prendre leur langue, etc., et ils vont perdre leur culture. En réalité, ce qui se passe, c'est que les élites aprazes, et tu les connais, à Sukhumi, aujourd'hui, on parle russe, on ne parle pas géorgien. Ni aprazes. Si quelqu'un les a assimilés, c'est surtout les Russes. Mais encore une fois, ils n'ont pas cette même... Enfin, il y a beaucoup d'aprazes nationalistes qui ont beaucoup de sentiments négatifs vis-à-vis de la Russie. Mais quand ils doivent comparer les Russes et les Géorgiens, c'est encore la peur des Géorgiens qui prévaut. Parce qu'ils pensent que les Russes, même s'ils nous assimilent, on ne sera jamais Russes. On sera toujours apraz, peut-être russifié, mais on sera apraz. Mais si les Géorgiens nous assimilent, on va disparaître, on ne va plus être... En fait, c'est la méthode de la Russie pour... Parce que c'est l'Empire. Oui. C'est l'Empire. Donc l'Empire n'a aucun mal à reconnaître... la diversité culturelle, parce qu'elle demande la loyauté, la soumission, la loyauté. La Géorgie n'est pas un empire, la Géorgie est un État-nation. Donc si on construit un État-nation centralisateur, comme ça a été le cas de la France au 19e siècle ou même au 20e siècle, oui, ils doivent disparaître. Sauf que la Géorgie reconnaît depuis toujours et depuis... qu'elle est indépendante, un statut spécial pour l'Aprasie. Il y a des chapitres dans la Constitution. En fait, ce que je voulais dire, c'est vraiment la méthode de la Russie, c'est diviser pour mieux régner, finalement. C'est à ça qu'on revient. Enfin, c'est ce qu'il fait tout le temps, c'est ce qu'il fait chez nous. Bien sûr, même pas seulement dans le cas apraz, mais dans... Franchement, moi j'aimerais vous te réinviter pour ce sujet apraz, et pour je sais pas, on verra. Mais je vois que là, on a explosé le temps. Je vais juste te poser quelques questions que j'ai eues de la part de Donc, mes abonnés. Il faut répondre quand même à ces questions-là. Les anciens restent... Bon, je lis comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qui dit quoi, mais tu verras en fonction des questions ou des affirmations. En fait, je me permets de t'interrompre. Il vaut mieux que tu me lises toutes les questions. Oui. Parce que si je réponds une par une, ça va prendre du temps. D'accord. Okay. Donc, je vais les noter. Je vais les noter. Et non, tu n'as pas besoin, je te montrerai toutes ces questions-là. Les anciens restent sur leur vécu, la jeunesse a tout à construire. C'est la première. Ensuite... Mais ça, c'est plutôt un commentaire, non? C'était un commentaire, oui. Mais il faut que... oui, vas-y. Il a été question de retirer de la Constitution le géorgien et la langue nationale de la Géorgie. C'était peut-être tout à l'heure, on a parlé de ça. C'était en 1977, dans la Constitution soviétique. Ce n'était pas exactement retirer le statut du géorgien, mais c'est de mettre le russe et le géorgien au même niveau. Et c'est ce qui a été ensuite évité parce qu'il y a eu des manifestations à Tbilissi en avril 1978. Alors, un grand merci, Tornike, pour cette intervention très intéressante. Merci, moi aussi je te remercie. Diana Tchakotadze qui te demande, ma question pour Tornike est s'il envisage encore revenir dans la politique géorgienne. Bon, pas dans l'immédiat, pas dans les... c'est pas prévu. Frédéric, comme d'habitude Tamara, y a-t-il un livre à ce sujet, pas trop pointu mais lisible pour nous, et qui remette toutes ces informations en place et fixe ce que nous raconte ton intervenant ou fasse office de référence sur l'histoire de la Géorgie? Alors sur l'histoire récente, on parle de l'histoire depuis l'indépendance. Il y a un livre qui a été publié par un professeur qui est britannique mais qui enseigne aux États-Unis,
qui s'appelle Stephen Jones. Alors, j'ai plus il a écrit plusieurs livres sur la Géorgie, y compris sur les marxistes géorgiens au début du XXe siècle, sur le Parti social-démocrate, etc. Ça peut intéresser certains représentants de la diaspora ici. Mais c'est en français? Non, c'est en anglais. Et il a écrit un livre plus récent qui date de 2014-2015 sur ces 25-30 dernières années de l'histoire de la Géorgie. C'est le livre le plus complet, même si je ne suis pas toujours à 100% d'accord avec Stephen. C'est quand même une bonne lecture pour ça. J'ai encore d'autres questions qui arrivent. Excuse-moi. Oui, non, je t'en prie. Du coup, on a quoi? Sophia, les mœurs russes sont dures à enrayer. C'est une affirmation. C'est passionnant. Continuez, Damien. Quelle est la situation actuelle? Ça, tu lui as déjà répondu. Sommes-nous sortis de l'influence des uns et des autres? L'influence, est-ce que tu peux parler de l'influence? Je ne sais pas qui sont les uns et les autres, surtout, mais si on parle de la Russie à mon avis, c'est tous ceux qui essayent de nous avoir. On a des influences quand même. Non, mais déjà, moi je pense qu'il serait naïf de croire que la Géorgie, sans influence, sans influence extérieure, peut exister. C'est un pays de même pas de 4 millions d'habitants avec des ressources limitées. Mais aujourd'hui, ce qui garantirait le plus l'indépendance et la souveraineté du pays, ça serait l'intégration de la Géorgie dans les structures européennes ou euro-atlantiques. C'est ce qu'on a essayé toutes ces années avec un succès plus ou moins grand. On a rapproché la Géorgie avec l'Union européenne, on a négocié, signé l'accord d'association. C'est moi qui étais négociateur pendant 2 ans et demi, négociateur principal du côté géorgien de cet accord d'association qui évidemment, c'est pas l'adhésion, mais ça a rendu la Géorgie beaucoup plus proche, beaucoup plus intégrée avec l'Europe. Finalement, l'aboutissement de ça a été aussi la levée des visas avec l'Union, avec la zone Schengen, le développement plus grand du commerce entre l'Union européenne et la Géorgie, et le rapprochement avec l'OTAN, évidemment, qui est un... Alors, on continue. Pensez-vous que M. Saakashvili a encore un avenir politique en Géorgie? J'espère que les élections d'octobre 2020 apportent un nouveau souffle à la Géorgie. En tout cas, la jeunesse sera au rendez-vous. Je ne sais pas si c'est les mêmes personnes. En fait, je ne vois pas bien. Mais voilà, c'est deux... Non, en tout cas, lui, il considère qu'il a un avenir politique en Géorgie. Lui-même, il considère, c'est ça? Oui, et puis pas mal de gens aussi en Géorgie. Après, octobre 2020, il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait même pas si les élections auront lieu vraiment en octobre 2020, vu toutes ces perturbations qui ont été amenées par le virus et par cette situation complètement incertaine. Et les cartes ont été pas mal rebattues. Si aujourd'hui vous me demandez ce qui va se passer en octobre 2020, je serais incapable de vous répondre. Lui actuellement il est en Ukraine, il a un poste assez important auprès du président Zelensky. Évidemment, pour lui, la Géorgie reste prioritaire, mais en attendant, il est en Ukraine. Lui, il considère il bat sur le même front parce qu'il pense que son ennemi c'est toujours le système soviétique et aujourd'hui personnifié et représenté par M. Poutine. Donc il se bat sur un autre front. Après, c'est les Géorgiens qui vont décider de son retour. Et oui, je trouve que c'est quand même assez anormal qu'ils ne puissent pas au moins participer dans les élections et de donner aux Géorgiens le choix de décider s'ils veulent qu'ils reviennent ou pas. Ok, merci beaucoup. Alors, Batiana Chabradek dit: j'ai eu de la chance d'écouter Torniquet en vrai. Aujourd'hui, si tu l'as écouté en vrai, c'était lors d'une conférence qu'il a donnée à Nantes, ville jumelée avec Tbilissi, il y a bien des années, en 2005 peut-être. Oui, quel plaisir de le réécouter cette fois en ligne, merci. Merci, Batiana. Alors, Diana, qui repose, je ne sais pas si c'est une question ou une période. Malheureusement, aujourd'hui, les jeunes sont un peu dispersés dans le monde et ceux qui restent, ils ne peuvent pas s'exprimer librement par la peur d'être sur une liste des rebelles.
Pardon, j'ai raté le début. Malheureusement, Oui. aujourd'hui, les jeunes sont un peu dispersés dans le monde. Les jeunes Géorgiens? Les jeunes, je pense que c'est les Géorgiens, on parle des Géorgiens, oui, à mon avis, dans le monde. Et ceux qui restent, c'est-à-dire en Géorgie, je pense, ils ne peuvent pas s'exprimer librement par la peur d'être sur une liste des rebelles. C'est-à-dire que, à mon avis, la question, oui. Tu l'as compris. Bon, il y a des problèmes de démocratie en Géorgie. Il y a, mais globalement, je pense que il y a encore l'espace pour s'organiser, tu as évoqué l'année dernière ces manifestations qui ont eu un résultat quand même, malgré... Oui, tu peux nous parler. Alors, je ne sais pas si on a le temps, mais en 2 minutes, ce qui s'est passé, c'est que donc cette visite de cette assemblée interparlementaire des peuples orthodoxes, qui est une... Oui, cette organisation est une organisation qui représente, c'est l'un des vecteurs de la soft power russe, qui sont arrivés en Géorgie avec l'invitation du gouvernement géorgien actuel, et qui n'a pas prévu quand même que les réactions allaient être, de la part de cette jeunesse géorgienne, allaient être quand même assez fortes. Ces jeunes, d'ailleurs ce même Gavrilov est l'un des fervents supporters de l'indépendance de l'Abkhazie et de Trinvali. Donc le mécontentement qui a été déclenché par cette assemblée, et donc la répression qui a suivi, a quand même abouti au fait que le gouvernement, pour calmer la rue, a accepté le changement du mode de scrutin pour les élections de 2020, et ils ont également accepté de libérer plusieurs personnes qui sont qualifiées de prisonniers politiques. Tout ça a été négocié avec les ambassadeurs européens et américains qui sont présents à Tbilissi. Donc c'était sous l'égide de ces ambassades, de ces ambassadeurs, qu'un accord a été trouvé entre le gouvernement et l'opposition, mais surtout ces jeunes qui manifestaient. Mais à l'automne, le gouvernement a décidé de ne pas respecter ces accords en disant qu'il n'y avait pas d'accord. Et ça a provoqué une deuxième vague de mécontentement et des pressions qui sont venues de l'extérieur, notamment du Congrès américain, du Parlement européen, des gouvernements européens. Donc le gouvernement, la majorité, le parti au pouvoir, M. Ivanishvili en personne, a été obligé de tenir compte de ces pressions, et finalement on a trouvé une solution pour modifier le mode de scrutin. C'est-à-dire aujourd'hui, on passe à un mode de scrutin mixte, mais qui est beaucoup plus favorable au système proportionnel, qui est beaucoup plus démocratique en Géorgie, parce que le système majoritaire en Géorgie aboutit, parce que dans les régions, ce sont des personnalités, des notables corrompus qui dépensent de l'argent, qui achètent des élections, et de l'argent qu'ils ont investi dans ces élections, ensuite ils récupèrent en obtenant de la part de l'État les marchés publics. Donc si vous voulez construire une route, vous êtes un député, vous avez votre propre compagnie qui n'est pas à votre nom, qui est au nom de votre frère ou de votre femme ou de votre fils, et vous gagnez un appel d'offres qui vous rapporte aussi, qui vous rembourse l'argent que vous avez investi pour acheter des électeurs pendant les élections. Donc ce système qui existait à l'époque de Shevardnadze, qui a persisté un petit peu aussi à l'époque de Saakashvili, mais seulement partiellement. Là, c'est le retour à ça. Et donc, on a diminué le nombre de députés élus par ce système majoritaire. Il n'y a que 30 sur 150 qui vont être élus comme ça. Le reste, les 120, vont être élus par le système proportionnel, qui est beaucoup plus démocratique, parce que c'est les listes des partis et c'est en fonction des pourcentages obtenus que les partis peuvent envoyer de députés au Parlement. Et également, la plupart des prisonniers politiques ont été libérés. Il en reste encore un que le gouvernement refuse de libérer, mais les autres ont été libérés.
très bien, donc ça veut dire qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même le résultat de Oui, jeunes oui. qui sont devenus aveugles, qui Oui. étaient en première ligne, enfin, il y a un résultat. Quoi. Il y a un résultat, mais encore une fois, plus la pression quand même exercée par les partenaires occidentaux. Sinon, le gouvernement avait joué la montre et il pensait que avec le temps, les manifestations... Vous voyez ce qui se passe quand même un petit peu partout dans le monde. Vous voyez en Algérie, le mouvement de Héracle, la révolution libanaise. Il y a d'autres pays où on a connu ces dernières années des manifestations massives de la part des jeunes. Souvent, c'est des manifestations qui ne sont même pas organisées par les partis de l'opposition, par les partis classiques. C'est organisé par la société civile et par les jeunes. Les gouvernements ont souvent joué sur l'apaisement en faisant quelques concessions, mais surtout en misant sur la fatigue. C'est le cas en Algérie, c'est le cas au Liban, et c'est le cas aussi en Géorgie. C'est très clairement, le gouvernement a essayé de jouer la même chose, le même jeu. Sauf que là, la pression occidentale a quand même plus de poids en Géorgie que dans les pays que j'ai cités. Donc, du coup, ça a marché en grande partie. Je crois qu'on est largement dépassé, mais c'est... on est dépassé, ça va pour toi? Moi, ça va. Les Japonais, ils veulent pas te lâcher. Alors, encore 2 questions et après on arrête. Alors, comment c'était la guerre civile si Shevardnadze est venu de la Russie avec les armes et les armées russes avec le général Baltin? En fait, j'ai pas mes lunettes et je vois pas bien. Après, ce bonhomme parle de la transparence de police de Saakashvili, alors que Saakashvili a avoué lui-même de fiasco total de son système pénitentiaire. Oui, bon, alors j'ai pas compris, Shevardnadze, Baltin, etc. Pendant la guerre civile, oui, à un moment donné, lorsque la Géorgie a perdu la guerre en Abkhazie, et c'était un désastre total, c'est greffé sur cette guerre en Abkhazie. La guerre civile s'est réveillée en Géorgie occidentale, et Gamsakhourdi a tenté de revenir de Grozny où il était réfugié, et les Russes au dernier moment ont sauvé Shevardnadze, notamment avec le général Baltin qui a dirigé une opération militaire russe pour repousser les fidèles de Gamsakhourdi. Ils ont sauvé Shevardnadze, mais pour encore plus l'affaiblir. Et ils ont obtenu en 1994 un accord de la part de la Géorgie qui ressemble à un traité de capitulation, parce que la Géorgie accepte les troupes russes en Abkhazie. Les troupes qui ont combattu la Géorgie sont devenues les troupes de paix, les mêmes. En gros, ils ont mis les casques bleus sur la tête, et si hier ils combattaient les forces géorgiennes, mais après ils sont devenus les forces de paix. Donc ils étaient à la fois jugés partis en quelque sorte. Et la Géorgie a dû accepter aussi les 4 bases militaires russes sur son territoire, et accepter également à ce que, et ça c'était la partie non officielle de ce traité, mais c'était entendu que les ministres de la Défense, de l'Intérieur, de la Sécurité, donc les ministères de force, soient nommés en Géorgie en consultation et en gros sous proposition russe. Ce qui a fait que pendant 3 ou 4 ans, tout le système sécuritaire du pays était aux mains de la Russie. Alors en ce qui concerne, j'ai pas compris la suite, mais bon, enfin, si on parle des échecs de Saakashvili, moi ça me dérange pas d'en parler, notamment dans le système pénitentiaire. Le gouvernement géorgien a déclaré une guerre au monde criminel, qui était quand même très puissant en Géorgie, comme je disais. Et cette guerre s'est déroulée de façon relativement violente, et notamment en s'inspirant des méthodes aussi, entre autres, des méthodes anti-mafia en Sicile, c'est-à-dire des procédures judiciaires simplifiées, qui sont considérées par certains comme étant expéditifs, et je comprends parfaitement cette critique. Donc ce qui a fait que ce système criminel, qui était extrêmement puissant en Géorgie, a été démantelé. C'est-à-dire plus de Voriv Zakoni en Géorgie. On les retrouve en Russie, ou alors en France ou en Europe. Oui, par exemple.
Ça ne se passe pas par l'augmentation dramatique de la population carcérale. Et cette véritable guerre qui a été déclarée à ce milieu, parce que ce milieu n'est pas seulement un milieu criminel, c'est un milieu avec ses propres mentalités, ses propres mythes, son propre mythe de mobilisation. Parce que rappelons-nous, quand nous étions enfants ou jeunes, la plupart des garçons rêvaient quel était, ici en France on rêve, les enfants, on leur demandait, les enfants ils veulent être pompiers ou vétérinaires, en Géorgie ils voulaient être vorzakonie. Et c'était le cas d'une bonne partie des jeunes de l'époque. Le système de valeurs était complètement perverti. Donc pour vaincre ça, ce qui a été fait, ça a été fait de façon radicale, violente, et pas toujours contrôlée. Et notamment la situation à l'intérieur des prisons. Oui, il y a eu des violations des droits de l'homme dans les prisons en Géorgie. Je ne comparerai pas au système carcéral en France, mais la France est régulièrement condamnée aussi par le tribunal, par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg pour les mêmes problèmes. Donc voilà, personne ne dit que tout était rose et tout allait bien. On va juste la toute dernière question qui me semble hyper intéressante et je suis désolée. Je t'en prie, non, c'est bon. Pendant 2 heures, c'est Alexandre et Catalina qui demandent: serait-il possible que Thornicke nous parle en tant qu'ancien représentant du pouvoir exécutif des points à améliorer pour répondre plus efficacement à l'agression militaire que notre pays subit toujours? Ça, c'est la question la plus facile, évidemment. Dernière question. Et après, on termine. Je te promets. La première... il y a plusieurs niveaux de réponse. D'abord, à faire comprendre aux Géorgiens eux-mêmes qu'ils sont un État indépendant et qu'un État indépendant doit être défendu. On ne dit pas aux gens que, vous savez, nous... on doit faire le profil bas. Il faut surtout pas mécontenter la Russie. Et si on s'écrase et si on ne fait rien, ils vont peut-être être gentils avec nous. L'expérience a montré toujours l'inverse. Donc avoir une politique étrangère active et non pas timide ou en s'abritant derrière, faut surtout pas provoquer la Russie, ne pas s'afficher aux côtés de l'Ukraine, qui est notre principal compagnon de malheur, si vous voulez, d'infortune dans cette histoire, et d'essayer finalement d'admettre sur le territoire de la Géorgie la soft power russe, de laisser se développer différents mouvements qui sont directement financés, agités par la Russie, qui finalement, de l'intérieur, diminuent la force, la résilience de la société géorgienne. Quand vous avez des ONG ou des petits groupes de la société civile, entre guillemets, qui disent que non, l'ennemi vient de l'Occident et la Russie veut nous libérer, voilà, ça, ils sont en train de détruire de l'intérieur la résilience de la population. Donc ça, c'est un premier niveau de la réponse. Deuxième niveau, il faut renforcer les institutions et non pas de faire apparaître des institutions, enfin des circuits non officiels. Il ne faut pas que le pays soit gouverné par les forces de l'ombre, mais par les institutions. Ça renforce également la résilience de la société. Et après, pour la politique étrangère, être beaucoup plus actif, de se rapprocher davantage avec nos alliés, et surtout pas penser que moins on est vocal, plus on sera protégé. L'expérience montre tout le contraire. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention, Thornicke. Vos questions. Merci. Je te laisse la place. Non, on peut rester tous les deux.
C'est vrai que j'ai pas pu le mettre en horizontal. D'habitude, je le mets en... Oh, bon, bref. C'était hyper intéressant. Le fait est que ça fait presque 1h40 qu'il parle, Tourniquet, et j'espère qu'il va revenir l'année prochaine. De toute manière, enfin, à la rentrée prochaine, de toute manière, j'ai prévu plein d'autres sujets, mais c'est vrai que c'est pas évident de tout... parler de tout dans 1 heure et dans 1h30, c'est même impossible. Mais on a compris quand même l'essentiel et je pense qu'il a très bien résumé et analysé le tout et c'est toujours un plaisir et un grand honneur de t'écouter. Merci à vous. Et merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager la page, n'oubliez pas de partager le live et voilà, Gaumarjos Sakartvelos et merci pour votre amour envers la Géorgie. À très bientôt mes amis. Au revoir.